Récemment, Sasko Mané réclamait des pelouses dignes pour les stades sénégalais. En Côte d'Ivoire, le tout nouveau stade d'Ebimpe a été critiqué également pour sa pelouse. Pourquoi l'Afrique accorde-t-elle peu d'importance à ces pelouses? Eh bien, nous allons essayer de trouver quelques éléments de réponse en compagnie d'Henri Jo. Bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia, bonsoir Yves Boris, Ballot. Bonsoir Henri Jo. Henri Jo, bonne arrivée. Merci. Alors, Henri Jo, le sujet de la plus haute importance quand même, hein, les pelouses. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer de bonnes pelouses en Afrique. Bien évidemment, Tia, comme vous l'avez dit, la pelouse est un outil essentiel pour le footballeur. Si par le passé, les joueurs restaient muets sur la question, désormais, ils veulent de la qualité pour mieux s'exprimer. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que les footballeurs africains prennent maintenant la parole pour réclamer, je dirais, des pelouses dignes de ce nom? Tia, aujourd'hui, nos joueurs ont atteint une certaine notoriété dans le football. Ils sont conscients que leur voix porte tant auprès des autorités qu'auprès des populations. Ils sont aussi conscients qu'aujourd'hui, une mauvaise pelouse peut être synonyme de blessure pour un footballeur. Donc aujourd'hui, ils réclament de bonnes pelouses parce qu'ils ont envie d'exprimer tout leur potentiel, tout leur talent. Une mauvaise pelouse ne favorise pas véritablement la qualité de jeu et ne permet pas à un footballeur de s'exprimer convenablement. Et on constate qu'ils évoluent dans des championnats européens où les pelouses sont de qualité et ils arrivent à faire montre de leur talent et ce qui permet d'être en exergue, de se mettre en lumière. Par contre, sous nos cieux, nos pelouses sont des nids de poules, j'ai envie de dire des nids d'autruche. Donc, il est vraiment difficile pour nos footballeurs de s'exprimer convenablement. Et aujourd'hui, ils en sont conscients et ils tirent la sonnette d'alarme, ils interpellent les autorités sur cet aspect. Je pense que c'est une très bonne manière pour eux de se comporter. C'est vrai que par le passé, ils étaient muets sur la question, mais aujourd'hui, puisque la situation demeure depuis des décennies, depuis des années, et aujourd'hui, il est temps pour eux de réagir, et ils ont commencé à réagir. Je pense que les plus illustres doivent donner encore de la voix pour que ceux qui sont à la tête de nos États entendent et qu'ils réagissent. D'accord. Il a si bien dit pour leur santé, leur propre santé, parce que déjà, une mauvaise pelouse est synonyme, cause souvent des blessures aux joueurs. Quand on sait aujourd'hui les difficultés que rencontrent ces joueurs-là pour avoir l'autorisation de les différents clubs à venir jouer avec leur sélection du côté de l'Afrique, on comprend aisément pourquoi aujourd'hui ces joueurs-là s'expriment pour demander quand même de bonne qualité au niveau des pelouses africaines. En plus, quand ils viennent, quand même, il faut une bonne pelouse pour pratiquer du beau jeu. Vous avez quand même au sein d'une équipe de très bons joueurs, mais la pelouse fait que c'est difficile de les voir mieux s'exprimer. Donc aujourd'hui, voilà les raisons, je dirais les blessures, surtout le beau jeu recommandé par ces joueurs. Et moi, je pense qu'au-delà de tout ce qui a été dit, c'est correct, hein, ce que Yves Boris et Henri Jo l'ont dit, ils choisissent le bon moment. Je peux dire qu'ils surfent sur le ras-le-bol populaire parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience aussi des populations qui mettent une pression sur les autorités. Je pense que les joueurs s'y engouffrent, tout simplement. D'accord. Alors, la grande team a rencontré un spécialiste des pelouses, Henri Jo. Alors, bien évidemment, dans le cadre de ce sujet, nous avons échangé avec Jean-Marc Ferreira, qui représente un des leaders du revêtement sportif dans le monde. Aujourd'hui, on a à peu près 20 000 terrains synthétiques répartis dans le monde entier, dont l'Afrique, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et puis ensuite, on a les terrains hybrides, donc, qui est aussi la raison de ma venue ici. Là, on est sur du gazon naturel qui est renforcé par le biais de fibres de 20 cm. C'est ce qu'il y a aujourd'hui au Parc des Princes, c'est ce qu'il y a au Stade de France, au Camp Nou, Juventus de Turin, AC Milan. Aujourd'hui, on est présent en Côte d'Ivoire parce qu'on sait qu'il y a un besoin urgent en ce qui concerne les terrains. On ne peut plus se permettre aujourd'hui d'avoir une pelouse naturelle ou même un gazon synthétique de moyenne qualité, voire de basse qualité. On peut aujourd'hui estimer qu'il y a vraiment besoin de faire tout de suite rebattre les cartes et réviser un petit peu toutes les infrastructures ivoiriennes afin de
mettre en place un cahier des charges qui va permettre de tirer vers le haut tous les produits, tous les revêtements, en tout cas pour le foot, tous les revêtements synthétiques et hybrides en Côte d'Ivoire. Moi je suis là, j'ai envie de faire avancer les choses. Je pense que d'ici peu, on aura vraiment des belles références, même si c'est le cas déjà à Canoa et puis aussi à l'Académie Saint-Pedro. En fait, on est impliqué dès la création du projet. On va pouvoir analyser les besoins, analyser le type de sol et en fonction de cela, en fonction du budget, pouvoir proposer la meilleure des solutions sportives. Moi, aujourd'hui, la solution que je préconise, c'est évidemment la pelouse hybride, qu'on peut aussi appeler naturel, un terrain naturel renforcé. Ça reste 100% un terrain naturel, mais on va ensuite lui injecter 20 millions de fibres directement dans le sol. Ce sol, il faut aussi le préparer. Donc c'est là où on intervient, nous, en amont. Et à partir de là, on va rendre notre rapport. Le rapport, ensuite, va être de trouver le meilleur des substrats, la meilleure des sous-couches possibles pour venir accueillir notre gazon synthétique, mais en même temps, la meilleure variété de gazon naturel qui va pouvoir s'adapter à ce type de besoin. Ces gazons hybrides vont permettre de renforcer la sous-couche et d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable dans le temps, beaucoup plus sain aussi pour le gazon naturel, et donc du coup va permettre de jouer et rejouer dessus. Pendant 1 an, on va pouvoir venir 2 ou 3 fois pour donner des conseils d'entretien, de scarification, d'aération, de produits phytosanitaires, s'il y a un champignon, s'il y a une petite maladie. Sadio Mané avait aussi pris contact avec nos relais au Sénégal pour essayer de trouver une solution aux différents terrains qui ne sont pas vraiment à la hauteur de leurs compétences. Moi, je suis un ancien joueur. J'ai joué un petit niveau, Red Star à Paris, et je veux en fait le meilleur pour les joueurs. Je pense que ce n'est pas aujourd'hui une chose négative de dire que les infrastructures ne sont peut-être pas au niveau. Bon, alors on a appris pas mal de choses dans cet entretien. Qu'est-ce que vous en retenez? Allez, rapidement. Tiens, je retiens tout simplement que nos pelouses, on a besoin de pelouses hybrides pour ce que l'intervenant vient de dire dans l'élément, pour dire tout simplement qu'il faut véritablement mettre l'accent sur la qualité de nos pelouses. Aujourd'hui, il n'est plus possible d'avoir des pelouses de basse qualité. Cela ne favorise pas le jeu et cela aussi est source de blessures pour nos footballeurs. Et il est là, il a laissé entendre qu'il est là pour apporter son aide à nos autorités pour avoir de très bonnes pelouses. Allez, rapidement, Balo. Oui, ce que je retiens, c'est qu'il a déjà fait un parallèle entre nos pelouses et les pelouses des plus grands clubs, comme le Paris Saint-Germain, le Barça. Il a parlé de pelouses naturelles avec l'implantation des fibres. Donc, je pense que là, on doit se poser la question de savoir quelle est la technologie qui va nous permettre d'implanter ces fibres et d'avoir des pelouses naturelles de qualité pour arriver à ce niveau-là. Je pense que c'est ce que je retiens de son intervention. Allez, rapidement. Au-delà de la qualité, au-delà de tout ce qui a été dit, on constate qu'il y a une prise de conscience au niveau de l'Afrique pour permettre à nos équipes d'avoir de bonnes pelouses. Très bien. Allez, on va passer à toute autre chose. On va parler maintenant de l'équipe de France. Merci beaucoup, Henri Jo. Vous pouvez libérer le siège. Puisque nous allons parler de l'équipe de France qui est sortie de l'Euro 2020 par la faute de la Suisse. Décryptage de cette rencontre en compagnie d'Orgelès Kofi. Bonsoir Dorgelès. Bonsoir Tia, bonsoir la team. Bonsoir Dorgelès. Comment ça va? Ça va super bien. D'accord. Alors, Dorgelès,
soirée cauchemardesque pour les Bleus. Effectivement, Tia, pour la première fois depuis 2008, l'équipe de France ne disputera pas les quarts de finale de l'Euro face à une combative équipe de la Suisse. Les Bleus tenaient la qualification, mais ils ont laissé filer au tir au but. C'est Kylian Mbappé qui a manqué son tir. Une grosse désillusion pour la France qui espérait réaliser le doublé Coupe du Monde Euro. Tia. Ouais. Alors, ça a été un sacré coup de marteau, quand même. Un coup de massue, un poignard dans le dos de l'équipe de France. De massue, oui, absolument. De marteau, de massue. Moi, c'était le marteau pour moi. Oui, allez-y. Oui, donc c'était vraiment un coup dur pour l'équipe de France de sortir à cette étape de la compétition. On les voyait aller plus loin que ça. Mais pour ma réaction, je ne suis pas très surpris de voir l'équipe de France sortir, j'ai envie de dire peut-être aussitôt. Je l'avais dit sur le plateau, j'avais dit, lorsque l'équipe de France est catégorisée comme super favori d'une compétition, elle ne la gagne jamais. J'avais pris d'ailleurs l'exemple de 2002, la Coupe du Monde 2002, où l'équipe de France était super, j'ai envie de dire super favori, méga favori, qui a traversé d'ailleurs cette compétition. Et c'est ce qui s'est passé lors de cette compétition-là. Une équipe qui a choisi ses matchs. L'équipe a joué bien face à l'Allemagne. Et puis, elle a montré des signes de fébrilité face à l'équipe de la Hongrie. Et puis, bon, ça s'est perpétué face à la Suisse. Et puis, on connaît la suite. D'accord. Allez, j'ouvre le téléphone. Ça y est, maintenant, vous pouvez commencer à nous appeler au 27 21 59 93 99. Après cette élimination, Didier Deschamps doit-il être démis de son poste de sélectionneur? Eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous pour nous dire ce que vous en pensez. Oui, Dorgelès. Élimination surpris logique. Ou pas? Surpris. Bon, on va dire élimination logique. Surpris non, ou élimination logique. Je ne suis pas surpris quand je regarde l'équipe de France évoluer. 3 systèmes en 3 matchs. Didier Deschamps s'est joué un peu aux apprentis sorciers parce que durant ce match-là, il n'a rien montré au niveau tactique. On n'a rien senti. L'équipe était en difficulté du début à la fin. En phase de poule, dominée par l'Allemagne malgré la victoire, dominée par le Portugal. Quand même, il y a eu le match nul. La Hongrie, ils ont essayé de gérer le match. Quand vous regardez, cette équipe de France ne rassure pas dans son jeu. Quand vous regardez son bilan, c'est 2 nuls, une seule victoire, une défaite. Quand je regarde ça, je regarde la façon dont l'équipe de France évolue. Moi, je pense que aller à la maison, c'est logique. D'accord. Vous avez parlé de coups de marteau, de coups de massue. Moi, je dirais coup de tonnerre, parce que je suis véritablement surpris. Pour 2 raisons. C'est qu'on le sait tous autour de la table. En termes de potentiel, l'équipe de France est largement supérieure à celle de la Suisse. Et la physionomie du match ne laissait pas penser à une élimination un instant de l'équipe de France. L'équipe de France était certes menée, elle égalise, elle inscrit 2 buts en l'espace de quelques minutes seulement avec un but de Benzema, un exploit individuel de Paul Pogba. 3-1, on s'est dit là à ce niveau que le match est plié. Et c'est dans les dernières minutes que la Suisse arrive à revenir dans le match. Donc pour ces raisons-là, pour le fait que la France soit supérieure en termes de potentiel à la Suisse, pour la physionomie du match, qui laissait penser à un moment donné que les hommes de Didier Deschamps avaient toutes les cartes en main pour se qualifier, pour ces raisons-là, on peut parler de catastrophe et de coup de tonnerre du côté de l'équipe de France. D'accord. Alors Kylian Mbappé a été pointé du doigt par certains. Est-ce que vous comprenez qu'on lui incombe la faute? Oui, on comprend aisément pourquoi le reproche qui est fait à Kylian Mbappé, parce qu'il a traversé cette compétition. C'est la première fois qu'il dispute l'Euro après la Coupe du Monde. Donc on l'attendait véritablement à cette compétition. On se disait, tiens, avec un joueur qui est en train de monter en puissance, jeune, pourquoi pas, et on pourrait pourquoi pas faire le doublé comme c'était le cas en 98 et 2000. Mais c'est que Kylian Mbappé est passé au travers de cette compétition. Dans cette rencontre face à la Suisse, 6 shoots de Kylian Mbappé, aucun cadré. Kylian Mbappé, en 4 matchs de cet Euro, c'est aucun but inscrit, seulement une passe décisive en direction de Karim Benzema. Kylian Mbappé est le joueur qui a eu beaucoup plus de situations de jeu dans cette équipe de France et qui malheureusement a gâché toutes ses actions de jeu. Je retiens 3 occasions où Kylian Mbappé aurait pu faire gagner l'équipe de France, peut-être même 5-1, 4-1, mais trop individualiste, il a vendangé toutes les actions de but de l'équipe de France. Et puis la cerise sur le gâteau, c'est le penalty manqué, le dernier penalty manqué par Kylian Mbappé.
Donc, celui qui est le facteur X qui passe au travers de cette compétition, on comprend aisément qu'on lui fasse des reproches et qu'on le critique. C'est tout à fait logique. Non, je ne suis pas d'accord avec Yves Boris. Hein. Déjà, en ce qui concerne les pénaltys, on a Lionel Messi, on a Cristiano Ronaldo qui ont déjà vendangé des pénaltys dans leur carrière. Non, j'ai parlé d'action, je n'ai pas parlé de pénalty. Oui, vous avez dit que la cerise sur le gâteau, c'est le pénalty manqué. Bah oui, mais ça arrive à tout le monde. Et en plus, c'est pour dire que ça peut arriver à un grand joueur. Et pour dire que... je suis d'accord avec le fait qu'ils disent que Kylian Mbappé a été en deçà de ce qu'on attend de lui en équipe de France pour cet Euro. Mais il ne faut pas avoir la mémoire courte. Kylian Mbappé, c'est quand même celui qui fait basculer l'équipe de France face à l'Argentine avec son accélération face à Marcos Rojo. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses. Surtout, il a parlé d'une passe décisive, une seule passe, mais quelle passe décisive, presque une talonnade pour Karim Benzema. Pardon? Elle est anecdotique aujourd'hui. Oui, elle est anecdotique, mais on va en tenir compte. Aussi, c'est vrai, c'est parce que c'est un joueur qui est excellent, on attend mieux de lui, mais on ne va pas dire que son Euro a été catastrophique sur toute la ligne. Je suis désolé de le dire, parce que Kylian Mbappé a montré quand même moyennement de bonnes choses, je dois le dire. Contre la Suisse, il a été moyen, beaucoup de précipitation dans son jeu. Là où on devait faire la passe, il shootait. Là où on devait shooter, il ne shootait pas. Je n'ai pas compris Kylian Mbappé dans ce match-là, parce que quand vous regardez ces statistiques, c'est carrément bizarre, entre parenthèses, de le dire, parce qu'il n'était pas dans ce match-là. Vous avez City, 0 cadré, 8 duels, il a gagné seulement que 2, 500, 0 réussi, 1 pénalty tiré, 1 loupé. Mbappé a été catastrophique dans ce match-là. On ne l'a pas reconnu. Après, on ne va pas mettre sur son âge, mais j'ai senti qu'après le doublé de Karim Benzema, Kylian Mbappé voulait lui aussi marquer, il voulait lui aussi montrer quelque chose, ce qui a fait qu'il n'était pas dans son match quand vous regardez. Oui, mais c'est normal, je veux dire, tout le monde l'attendait. Mais la France entière, les supporters de l'équipe de France attendaient forcément... Oui, mais au niveau de la Coupe du Monde, je pense qu'il jouait juste. Mais sur ce Euro, je trouve que Kylian Mbappé n'est pas juste dans son match. Il a tout de suite envie de marquer, tout de suite envie de faire quelque chose. Parce que n'oublions pas que s'il y a un problème de leadership, il y a Benzema. Avant Benzema, Kylian Mbappé était là. Il voulait se positionner en tant que le patron de l'équipe de France. Tout ça mis sur la table. Il était en difficulté dans ce match. D'accord. Alors, rapidement, vous allez répondre à la question LGT. Non, sans utiliser les ardoises. Est-ce que Didier Deschamps doit être démis de son poste de sélectionneur? Oh non, pas du tout. Pas du tout. Pour vous, non. Pour moi, non. Il y a l'échéance, il y a la Coupe du Monde qui arrive en 2022, c'est dans un an. On ne va pas changer d'entraîneur. Je pense qu'il faut le maintenir. Il a fait de très bonnes choses avec l'équipe de France. Finale Euro 2016, Coupe du Monde remportée en 2018. Il chute dans cette compétition. Je pense qu'il faut le laisser continuer. D'accord, Balo? Non, pas du tout. Il faut le laisser continuer parce qu'on retient le mauvais côté de l'Euro, mais il y a eu de bons côtés. Ils ont quand même battu l'Allemagne. Et on parle de ces choix qui sont remis en cause. Il ne faut pas oublier que Didier Deschamps a eu le courage, les tripes de rappeler Karim Benzema qui a fait un Euro fantastique. Non, parce que quand vous prenez depuis que l'équipe de France est l'équipe de France, sur tous les entraîneurs qui sont passés, c'est le meilleur entraîneur de tous les temps, Didier Deschamps. Il est là depuis 2012, 117 matchs, 76 victoires, 23 nuls, 18 défaites. Il fait mieux que Ramon Domenech et Michel et Hidalgo. Donc, moi, je pense qu'il doit continuer. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il faut qu'il travaille encore. Il va apprendre de ces erreurs-là. Depuis 2012, on doit être entre 9 et 10 ans qu'il a. Il connaît très bien l'équipe de France. Il va continuer à progresser. Mais attention, on peut aussi changer. C'est le moment, ma foi. D'accord. Ouais. Oui, parce que ça fait 9 ans, 10 ans. Bon, il a gagné en ce moment, c'est pas la question. Peut-être qu'il est aussi en fin de cycle. Et puis il y a Zidane qui est là aussi, qui cherche un club, une sélection. On aura l'occasion, je pense, d'en reparler encore et encore. Allez, on va terminer l'émission avec un Niaga des supporters. Ça vous tente? C'est parti.